fermez les yeux. Ou non, gardez-les plutôt mi-clos, juste assez pour que le monde qui vous entoure se dissolve en forme douce et indistincte. Nous ne sommes pas à Rome, pas au cœur de l'Empire où le marbre et l'or crient la puissance à chaque coin de rue. Nous sommes ailleurs, dans un endroit bien plus ordinaire, et donc bien plus dangereux. L'air que vous respirez n'est pas celui des grands discours du Sénat, mais un mélange âcre de fumée de bois, de terre humide et de bétail. Vous êtes ici, dans une époque lointaine, où la plus grande menace n'est pas la lame d'une épée ou la fièvre d'une épidémie, mais le silence pesant, qui suit une parole de travers, le regard insistant d'un voisin, après un geste mal interprété. Oubliez les grands récits héroïques. Notre histoire se niche dans les détails, dans les pièges invisibles du quotidien. Le matin se lève à peine, et la lumière qui filtre à travers les fentes de votre volet est grise, presque liquide. Elle ne promet rien, elle se contente d'être être là. Vous sentez le froid du sol en terre battue sous vos pieds nus, une fraîcheur tenace qui remonte le long de vos jambes. Dehors la vitesse éveille dans une symphonie hésitante. Le chant d'un coq un peu trop zélé, le bruit sourd et régulier d'un marteau sur une enclume au loin, et le caquettement de vos propres poules, ces petites créatures qui pourraient, sans que vous le sachiez encore, devenir la cause de votre ruine. Une simple clôture mal entretenue, un trou minuscule, et voilà que vos volatiles partent pour une expédition gastronomique dans le potager du voisin. Un drame qui, aujourd'hui, se réglerait par une discussion gênée, mais qui, à cette époque, pouvait se terminer devant un magistrat peu commode, avec des amendes capables de vider votre bourse pour une saison entière. Vous sortez dans la ruelle, l'air matinal est vif, et porte l'odeur complexe du village, le parfum rassurant du pain qui cuit dans le four commun, se mêle à la puanteur plus terre-à-terre du fumier et des déchets que l'on jette sans façon dans le caniveau central. Vous avancez sur ce chemin boueux, évitant une flaque suspecte, et croisez vos voisins. C'est ici que le premier test de la journée commence. Un salut trop chaleureux pourrait être interprété comme une tentative de flatterie. Un salut trop bref, comme un signe de mépris. Il faut trouver le juste milieu, cet équilibre subtil dans le hochement de tête, dans le contact visuel, qui ne dure ni trop longtemps ni pas assez. C'est un peu comme naviguer sur les réseaux sociaux des siècles plus tard, où un simple like oublié peut déclencher une crise diplomatique familiale. Sauf qu'ici, l'enjeu n'est pas un dîner de famille tendu, mais votre réputation, votre place, dans cette communauté fragile. Le soleil est maintenant plus haut, et vous vous dirigez vers la place du marché, le cœur battant de la cité. C'est une explosion de couleurs, de sons et d'odeurs. Les étals débordent de légumes terreux, de tissus grossiers et de poteries. Les marchands crient pour attirer votre attention, leurs voix se superposant en un brouhaha continu. Au milieu de cette foule dense, vous apercevez un fonctionnaire local, drapé dans sa toge. Le bord de son vêtement est teinté d'une nuance de pourpre. Ce n'est pas la pourpre impériale, la fameuse couleur de Tyr, si chère qu'elle valait son pesant d'or. Non, c'est une imitation plus modeste, mais elle reste un symbole. Un symbole que vous n'avez pas le droit de porter. Tenter de rehausser votre propre tunique avec une teinture violacée, même de la plus piètre qualité, serait un affront, une usurpation, une sorte de violation de copyright divin, où la punition n'est pas une simple lettre d'avocat, mais le fouet, l'exil, ou pire. Aimez cette histoire, mais seulement si elle vous a vraiment transporté dans ce monde sans pitié. L'après-midi étire, lourd et chaud. La poussière soulevée par les allées et venues sur la place vous irrite la gorge. Vous cherchez refuge dans l'ombre d'une taverne, un lieu sombre et relativement frais. L'odeur à l'intérieur est un mélange de vin aigre, de sueur et de paille humide. Vous vous asseyez sur un banc de bois usé, la surface polie par des générations de clients. À la table voisine, des hommes parlent à voix basse. Ils ne complotent pas contre l'empereur. Leurs préoccupations sont bien plus locales. Ils commentent les funérailles de la veille. Celles d'un vieil homme respecté. L'un d'eux raconte, avec un petit rire étouffé, comment le neveu du défunt a été rappelé à l'ordre par un prêtre, pour avoir pleuré de manière trop ostentatoire. Des sanglots trop bruyants. Des larmes jugées excessives. Car même le deuil est codifié. Il y a une manière correcte de montrer sa peine, une performance sociale qui ne doit être ni trop froide, ni trop théâtrale. Un chagrin trop visible pouvait être perçu comme une tentative d'attirer l'attention, de voler la vedette au mort lui-même. La lumière du jour décline, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Le tumulte du marché s'est apaisé, remplacé par une tranquillité presque inquiétante. Vous repartez vers votre foyer, longeant les murs des maisons dont les ombres s'allongent comme des doigts accusateurs sur le chemin. Le silence n'est rompu que par l'aboiement d'un chien au loin, ou le cri d'un oiseau de nuit. C'est à cette heure que l'anxiété de la journée se fait la plus pesante. Vous repassez mentalement chaque interaction, chaque mot, chaque regard. Avez-vous bien marchandé le prix de vos légumes sans offenser le vendeur? Avez-vous bien fermé l'enclos des poules ce matin?
Cette blague que vous avez faite au forgeron, était-elle pas un peu déplacée? Le danger, dans ce monde, ne vient pas de face. Il rentre dans votre dos, il attend patiemment, il se nourrit d'un simple oubli, d'une petite transgression des règles, que personne n'a jamais écrites mais que tout le monde est censé connaître. Enfin, vous poussez la porte de votre maison. Le loquet en bois que vous faites glisser pour la fermer produit un son lourd et rassurant. Vous êtes chez vous, à l'abri des regards. Mais là, êtes-vous vraiment? Les murs sont fins, et les oreilles de vos voisins sont partout. Vous vous allongez sur votre paillasse, sentant la fatigue de la journée peser sur vos membres. Le monde extérieur s'est tu, mais dans votre esprit, le bruit continue. Le bruit des lois non dites, des coutumes impitoyables, des faux pas potentiels qui peuplent vos pensées. Le sommeil tarde à venir, car vous savez que demain, tout recommence. Une nouvelle journée à marcher sur cette corde raide invisible, où le moindre déséquilibre peut vous faire chuter. Si le sommeil vous emporte avant la fin de notre histoire, commentez simplement l'heure à laquelle vous avez cessé d'écouter. Votre lit est peut-être plus confortable que cette paillasse, mais le sentiment que tout peut basculer sur un détail, il est peut-être, finalement, intemporel. La nuit a été courte, peuplée de ces angoisses silencieuses que seul l'oreiller connaît. Mais le soleil, indifférent à vos tourments, se lève déjà. Il ne vous invite pas à une nouvelle journée pleine de promesses, il vous somme de rejoindre votre poste dans la grande machine implacable du labeur. Car si les lois non écrites régissent vos interactions sociales, une loi plus ancienne et plus brutale encore gouverne votre corps, celle de la faim. Pour la faire taire, il faut travailler. Pas pour épanouir. Pas pour construire un avenir radieux, comme on vous le racontera dans des contes bien plus tard. Non, vous travaillez pour que ce jour ne soit pas le dernier. Chaque métier est une chaîne, chaque outil une extension de votre servitude. Vous êtes pas votre nom, ni vos pensées. Vous êtes la fonction que vous occupez, le rouage que vous faites tourner, encore et encore, jusqu'à ce que vous vous brisiez. Imaginez l'obscurité, pas celle, apaisante, d'une chambre à coucher, mais une obscurité vivante, pressante, qui pèse sur vos poumons et colle à votre peau. Vous êtes mineur. Le jour n'existe pas pour vous. Votre soleil est une petite lampe à huile chancelante, dont la flamme danse comme un esprit moqueur, menaçant à chaque instant de vous abandonner aux ténèbres totales. L'air que vous respirez est un poison lent, un mélange de poussière de roche, d'humidité séculaire et de l'odeur métallique du minerai que vous pourchassez. Le silence est profond, mais jamais complet. Il est ponctué par le halètement de vos compagnons, le grincement sinistre des étais en bois qui luttent contre le poids de la montagne, et le son de votre propre pioche. Ce son, c'est le métronome de votre existence. Le pic s'abat. La pierre cède ou ne cède pas. Le pic se lève. Le pic s'abat. Chaque coup envoie une vibration douloureuse le long de vos bras, jusqu'à vos épaules déjà nouées par l'effort. Le pic s'abat. La roche crache un éclat qui vient vous mordre la joue. Vous ne tressaillez même plus. La douleur est une vieille amie. Le pic se lève, plus lourd à chaque fois. Le pic s'abat. Vous n'êtes plus un homme. Vous êtes un bras, un marteau de chair et d'os. À côté de vous, un vieil homme tousse, une toux sèche, caverneuse, qui semble venir des entrailles de la terre elle-même. Personne ne le regarde. La règle ici, sous terre, est simple. On ignore la faiblesse des autres, de peur que la montagne ne l'entende et ne décide de réclamer son dû. Se plaindre, c'est attirer le mauvais sort. Alors vous continuez. Le pic se lève. Le pic s'abat. Votre monde se réduit à ce cercle de lumière blafarde, à ce mur de pierre qui vous nargue, et à ce rythme incessant qui dévore vos forces, seconde après seconde. La seule pause est un morceau de pain rassis, avalé dans le noir, le goût de la farine se mêlant à celui de la poussière sur votre langue. Le fil étire, se tord, s'enroule. Vous êtes plus sous terre, mais dans une pièce basse de plafond, où la lumière du jour peine à percer la brume de poussière de laine. Vous êtes une fileuse. Votre univers est le ronronnement continu des fuseaux. Une berceuse hypnotique qui pourrait vous endormir si vos doigts ne vous criaient pas de rester éveillé. L'odeur est celle, douceâtre et animale, de la lanoline, une odeur qui imprègne vos vêtements, vos cheveux, votre peau, et que vous ne l'avez jamais tout à fait. Vos doigts dansent, une chorégraphie apprise, non par la joie, mais par la répétition infinie et la douleur. Ils sont secs, crevassés, parfois ils saignent un peu, et une goutte de sang vient parfois teinter la laine d'une minuscule tache rose, une signature involontaire que vous vous empressez de cacher. Le fil étire, fin comme une promesse fragile. Il se tord, emprisonnant l'air et la lumière. Il s'enroule sur le fuseau, devenant matière, richesse pour un autre. Le fil étire, se tord, s'enroule. La surveillance est constante. Le regard de la matrone glisse sur votre travail, évaluant la régularité, l'or, épaisseur, la tension.
Un fil trop lâche est une faute. Un fil qui casse est un crime. C'est du temps perdu, de la matière gaspillée. Une jeune fille à côté de vous laisse échapper un petit cri de frustration. Son fil a cédé. Le silence se fait dans la pièce, un silence lourd, accusateur. Tous les yeux convergent vers elle, non pas avec compassion, mais avec un soulagement à peine déguisé. La faute est tombée sur une autre aujourd'hui. Elle sera réprimandée, peut-être privée d'une partie de sa maigre pitance. Vous baissez la tête et accélérez la cadence, vos doigts devenant flous. Le fil étire, se tord, s'enroule. Votre dos vous lance, une douleur sourde qui irradie depuis vos omoplates. Vous ne bougez pas. Vous continuez, prisonnière de ce geste qui vous nourrit et vous consume en même temps. Poussez, pliez, tournez. La chaleur est une bête vivante qui vous enveloppe. Vous êtes boulanger, et votre royaume est la gueule du four. Bien avant l'aube, vous êtes là, devant le pétrin, luttant contre la pâte. C'est un corps à corps, un combat épuisant. La masse blanche et collante résiste, puis cède sous la force de vos paumes et de vos avant-bras. Poussez, pliez, tournez. Votre sueur perle sur votre front. Tombe dans la pâte, la salant de votre effort. Personne ne s'en plaindra. C'est le goût du pain, le goût du travail de l'homme. L'odeur de la levure qui fermente, du bois qui crépite, et de la farine chaude emplit l'air, une odeur divine pour ceux du dehors, mais pour vous, c'est simplement l'odeur de votre labeur. Vous ne sentez plus la faim, la chaleur l'a tué. Vous n'avez qu'une seule obsession, que la pâte lève correctement, que le pain soit doré, que la croûte chante à la sortie du four. Poussez, pliez, tournez. Une fois le pain façonné, le vrai danger commence. Pas celui de la brûlure, auquel votre peau s'est habituée, mais celui de la balance. Chaque miche est scrutée, jugée. Un client mécontent, une rumeur de pain trop léger, et votre réputation est détruite. Vous pourriez être accusé de voler les pauvres, le pire des crimes, pour celui qui les nourrit. Alors vous êtes méticuleux, ajoutant ou retirant un minuscule morceau de pâte, les yeux plissés, sous le regard suspicieux des premiers clients qui attendent déjà à votre porte. La pelle de bois glisse sur la pierre chaude du four, un son sec et familier. Vous enfournez les pains, puis vous attendez. Cette attente est le seul moment de calme relatif, un instant où vous pouvez vous adosser au mur, fermer les yeux, et sentir la chaleur vous pétrir les os, comme vous avez pétri la pâte. Puis le cycle recommence. Poussez, pliez, tournez. La vague se lève, le bateau craque. Vous êtes en mer. Vous êtes pêcheur. Le sel a sculpté des rides sur votre visage et blanchi vos cheveux avant l'âge. Le monde, pour vous, est un horizon infini et changeant, une étendue de gris, de bleu ou de noir qui peut se transformer en monstre en quelques instants. Vos mains ne sont plus de la peau, mais du cuir, calleux et insensible, capable de tirer sur les filets rugueux et glacés sans même sentir le froid. Le son qui domine votre vie est le cri des mouettes, le clapotis de l'eau contre la coque, et le vent qui siffle dans vos oreilles. L'odeur est celle, puissante, entêtante, du poisson, de l'iode, et de la pourriture des appâts. C'est une odeur qui vous suit à terre, qui vous marque comme un animal. Les gens écartent un peu sur votre passage, le nez plissé. Tirez, hissez, videz, le filet remonte, lourd de promesses ou de déceptions, c'est la loterie quotidienne. Aujourd'hui, il est lourd. Vos muscles brûlent, tandis que vous le hissez à bord avec vos compagnons. Les poissons se débattent, une masse argentée et frétillante, des centaines de petites vies qui éteignent dans l'air libre. C'est une bonne prise. Mais même dans la victoire il y a des règles. On ne crie pas sa joie trop fort, pour ne pas rendre la mer jalouse. On ne regarde pas un autre bateau avec envie. On respecte les zones de pêche tacites, ces frontières invisibles que seuls les anciens connaissent. Un mot de travers, un geste interprété comme de la malchance, et vous pourriez ne plus trouver de place sur une barque au prochain départ. Votre vie dépend de la mer, mais votre gagne-pain dépend de la superstition des hommes. Tirez, hissez, videz. Le soleil tape, le ressac vous berce d'un mouvement qui briserait le dos d'un homme de la terre. Pour vous, c'est un réconfort. La suie tombe en pluie noire, vous êtes ramoneur. Ou plutôt, vous êtes celui qui nettoie ce que les autres ne veulent pas voir. Votre corps est mince, presque enfantin, car il faut pouvoir se glisser dans les conduits étroits, où le feu a laissé ses cicatrices. Votre univers est un monde vertical, fait de briques et de ténèbres poisseuses. L'air y est irrespirable, un concentré de cendres froides qui s'infiltre dans vos poumons, et vous fait tousser un crachat noir. Le son est étouffé, le bruit de vos propres grattements contre la paroi, le son de votre propre respiration rauque et sifflante. Vous ne voyez rien. Vous avancez au toucher, les doigts et les genoux écorchés par la rugosité de la cheminée. L'odeur c'est celle de la fumée ancienne, une odeur âcre qui vous pique les yeux et la gorge.
c'est le parfum de la saleté. Grimper, gratter, descendre. Vous montez dans le noir, en vous servant des aspérités comme prise. C'est une escalade dangereuse, où une seule erreur peut vous faire chuter. La peur est votre compagne constante, une boule froide dans votre estomac. Grimper, gratter, descendre. Une fois au sommet, vous apercevez un bout de ciel, un carré de lumière qui vous semble aussi lointain et désirable que le paradis. C'est votre récompense. Une bouffée d'air frais, avant de redescendre dans l'enfer de suie. Quand vous ressortez enfin, vous êtes méconnaissable, une créature de la nuit apparue en plein jour. Les gens vous évitent. Votre saleté est considérée comme contagieuse, pas seulement pour le corps, mais peut-être aussi pour elle, âme. On vous jette votre pièce de monnaie par terre, pour ne pas avoir à vous toucher. Vous la ramassez sans un mot. Votre travail est essentiel, mais vous êtes invisible, un fantôme noir qui hante les toits. Le fouet claque. La roue grince, vous êtes charretier. Votre maison est ce chariot de bois qui gémit sous le poids des marchandises. Votre horizon est la route, cette bande de terre poussiéreuse ou boueuse qui ne finit jamais. Le rythme de votre vie est celui du pas lent et obstiné de vos bêtes de somme, des mules ou des bœufs, dont vous connaissez chaque soupir, chaque signe de fatigue. Les sons de votre quotidien sont le grincement monotone des essieux, le bruit sourd des sabots sur le sol, et le claquement de votre langue pour encourager les animaux. L'odeur est un mélange de cuir, de sueur animale, de foin, et de la poussière omniprésente qui recouvre tout. C'est l'odeur de la distance, du voyage sans fin. Vous passez vos journées assis mais votre corps est brisé par les secousses, par le froid, par l'humidité. Avancez, s'arrêter, décharger. La solitude est votre plus fidèle compagne. Des jours durant, vous ne parlez à personne, sauf à vos bêtes. Les auberges sont des oasis précaires, des lieux où l'on vous sert un repas chaud, mais où l'on vous regarde avec méfiance. Vous êtes un étranger, partout où vous allez. Et la route est pleine de dangers. Pas seulement les bandits qui peuvent se cacher derrière un bosquet, mais aussi les dangers plus subtils. Une roue qui se brise loin de tout village. Une marchandise qui s'abîme à cause de la pluie. Le client qui, à l'arrivée, contestera la qualité de la livraison pour ne pas vous payer. Votre parole contre la sienne. Et qui croira un homme sale, épuisé, qui s'enlale, étable. Votre réputation, voilà votre bien le plus précieux. Elle se construit lentement, de livraison en livraison, mais peut être détruite par un seul voyage malheureux. Avancez, s'arrêter, décharger. Le soleil se couche. Vous dormez sous votre chariot, le sommeil léger, une oreille toujours tendue vers le moindre bruit suspect. Le métier à tisser claque dans un vacarme assourdissant. Vous êtes une ouvrière, une parmi tant d'autres dans un grand atelier où l'air est saturé de fibres et de l'odeur de la sueur collective. Vous ne filez pas, vous tissez. C'est un travail différent, plus mécanique, plus violent. Le bruit est si constant que lorsque le silence se fait, pour la pause de midi, il vous fait mal aux oreilles. Le mouvement est répétitif, épuisant. Passez la navette, tapez le peigne, changez les fils. Vos bras et vos épaules sont endoloris en permanence. La lumière qui tombe des hautes fenêtres est blafarde. Elle ne fait que souligner la pâleur de vos visages et la danse incessante de la poussière. Vous êtes enfermés ici du lever au coucher du soleil, une armée silencieuse qui produit des kilomètres de tissu. Passez, tapez, changez. Le surveillant marche entre les rangées de métiers à tisser, un bâton à la main. Son silence est plus menaçant que des cris. Un regard de lui suffit à vous glacer le sang. La moindre erreur, un nœud dans le tissu, un rythme trop lent, et le bâton peut s'abattre sur vos épaules ou vos mains. Vous travaillez en compétition les unes avec les autres. Une amitié est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. La femme à côté de vous est peut-être votre voisine, mais ici elle est votre rivale. Celle qui, en travaillant plus vite, vous fait paraître lente. Celle qui pourrait vous dénoncer pour une conversation à voix basse. Le seul répit est la miche de pain que vous mangez à midi, en silence, assis sur le sol. Vous ne parlez pas de votre fatigue. Vous ne parlez pas de votre douleur, vous gardez tout à l'intérieur. Passez, tapez, changez. Votre vie se tisse et se défait au même rythme que cette étoffe qui ne vous appartiendra jamais. Le travail ne vous tue pas seulement à petit feu, par l'usure lente de vos articulations, et tal, épuisement de votre âme. Parfois il est bien plus direct, bien plus spectaculaire dans sa cruauté. La machine de votre labeur quotidien est un monstre affamé, qui ne fait aucune distinction entre la matière et la chair. Un instant d'inattention, une planche de bois qui cède, une corde qui se rompt, et la routine se transforme en un cri bref, suivi d'un silence lourd. La mort au travail n'est pas un drame, c'est un incident, une interruption regrettable dans la production. On sortira votre corps, on nettoiera la tâche, et un autre prendra votre place avant même que le sang n'ait fini de sécher. Votre valeur ne réside pas dans votre vie, mais dans la continuité de votre fonction.
Et quand cette fonction est interrompue par un os brisé ou un poumon perforé, vous devenez, tout simplement, un déchet. Le pic s'abat, le pic se lève. Et puis, un craquement. Ce n'est pas le son familier de la roche qui cède. C'est un son plus profond, plus organique. Le son du bois qui gémit une dernière fois avant de rendre l'âme. Âme. Au-dessus de vous, la montagne soupire et décide de reprendre ses droits. Il n'y a pas d'explosion, pas de fracas assourdissant. Juste un glissement. Un grondement sourd qui vous vient des entrailles de la terre, et l'obscurité soudaine, totale, alors que votre lampe à huile est écrasée. L'air se charge de poussière, une poudre fine qui vous remplit la bouche et les poumons. Vous êtes piégé. Peut-être êtes-vous déjà mort, le corps broyé sous des tonnes de roches, une fin rapide et presque miséricordieuse. Ou peut-être êtes-vous vivant, dans une petite poche d'air, le corps intact, mais le souffle de plus en plus court. Vous attendez. Le silence est absolu. Personne ne viendra. Dégager la galerie coûterait trop cher. On se contentera de sceller l'entrée, transformant votre tombeau accidentel en sépulture officielle. Passez, tapez, changez. Votre esprit vagabonde, fatigué par la cadence infernale du métier à tisser. Vous pensez à la miche de pain que vous partagerez ce soir, juste une seconde d'inattention. Votre main, qui guide le fil, glisse. La navette, ce projectile de bois lancé à toute vitesse, ne trouve pas son chemin habituel. Elle trouve vos doigts. Le choc est sec, brutal. Un craquement humide, suivi d'une douleur fulgurante, qui remonte le long de votre bras, comme une flamme. Vous retirez votre main dans un hurlement étouffé, la regardant avec une curiosité détachée. Les doigts sont tordus dans un angle impossible, l'os perce la peau. Le sang coule, rouge et vif, sur la blancheur du tissu que vous étiez en train de créer. Le surveillant arrive. Il ne vous demande pas si vous avez mal. Il regarde le tissu souillé, secoue la tête avec exaspération, et vous fait signe de sortir. Vous êtes plus utile. Une main en moins, c'est une bouche en trop à nourrir. Le pain est prêt. Vous ouvrez la gueule du four, et une vague de chaleur vous frappe au visage, si intense qu'elle vous coupe le souffle. Avec votre longue pelle de bois, vous commencez à sortir les miches dorées. Mais le sol est glissant. Une flaque d'eau que vous n'aviez pas vue. Votre pied dérape. Pour ne pas tomber, vous vous rattrapez au rebord du four. Votre avant-bras nu entre en contact avec la pierre surchauffée. La douleur est si immédiate, si totale qu'elle en est silencieuse. Il n'y a pas de cri. Juste le sifflement de votre peau qui se consume et l'odeur écœurante de votre propre chair qui grille. On vous traîne à l'odeur écart, on applique sur la plaie un cataplasme de bouse de vache et de toile d'araignée, le remède de confiance du village. L'infection qui suivra sera bien plus lente, mais tout aussi mortelle que la brûlure elle-même. La mort n'est souvent que la conséquence logique d'un remède absurde. Mais les dangers ne viennent pas seulement des accidents visibles. Ils se cachent là où vous vous y attendez le moins, dans votre propre écuelle. La faim est une chose, mais la nourriture elle-même peut être une ennemie sournoise. Dans un monde où chaque pièce de monnaie compte, l'art de l'adultération est aussi répandu que celui de la cuisine. Le boulanger, celui-là même qui risque sa peau devant le four, n'hésite pas à compléter sa farine. Avec quoi? Tout ce qui est blanc et qui ne coûte rien. De la poudre de craie, de la sciure de bois finement tamisée, parfois même de la poudre d'os d'animaux récupérés chez le boucher. Votre pain quotidien, ce symbole de vie, est un peu plus lourd, un peu plus rentable. Et si vous avez mal au ventre, si vos enfants dépérissent, c'est sûrement la volonté des dieux, n'est-ce pas? Certainement pas la faute de cet honnête artisan. Le lait que vous achetez pour votre nourrisson est d'un blanc parfait. Presque trop parfait. Il est si blanc parce que le vendeur, après l'avoir coupé généreusement avec l'eau du puits, y a ajouté une pincée de plâtre ou de chaux pour lui redonner une apparence crémeuse. Vous le buvez, sentant une légère granulosité sous votre langue, mais vous mettez cela sur le compte d'une baratte mal nettoyée. Votre enfant, lui, le boit aussi. Son petit estomac n'est pas fait pour digérer le plâtre. Il pleure, il se tord de douleur, et le guérisseur du village diagnostiquera une colique due au mauvais esprit. La bière, votre seul réconfort après une journée de labeur, n'est pas en reste. Pour la rendre plus amère ou plus enivrante à moindre coût, le brasseur y jette parfois des herbes étranges, de la jusquiame noire, des graines de pavot. La boisson vous plonge dans une torpeur lourde, peuplée de cauchemars, bien loin de la joyeuse ivresse que vous cherchiez. Vous payez pour l'oubli, vous recevez un avant-goût du poison. Et quand votre corps, affaibli par le travail et la mauvaise nourriture, finit par tomber malade, vous entrez dans un autre royaume de l'absurdité, celui de la médecine. Oubliez les potions à base de plantes aux vertus réelles. La superstition est une science bien plus créative. Vous avez une toux persistante qui vous déchire la poitrine? Le remède est simple. Il faut trouver une araignée, une belle, grosse et velue,
l'enfermer vivante dans une coque de noix, et la porter en amulette autour de votre cou jusqu'à ce qu'elle meure. On dit qu'en mourant elle emportera votre mal avec elle. Si cela ne fonctionne pas, une méthode plus directe consiste à l'avaler, caché dans un peu de pain. Le frétillement de ses pattes dans votre gorge est, paraît-il, le signe que la guérison est en marche. Vos maux de tête sont insupportables? C'est sans doute un démon qui a élu domicile dans votre crâne. La solution est évidente, il faut lui faire peur pour le chasser. Le guérisseur vous prescrira de vous procurer un fragment de crâne humain, de préférence celui d'un homme mort de mort violente, de le réduire en poudre, et de boire cette poudre mélangée à de l'eau. Le goût de la mort est censé effrayer le mal. Pour les problèmes de vision, rien de tel qu'un onguent à base de bile de porc et de miel, une mixture qui vous brûle les yeux au point de vous faire regretter de ne pas être complètement aveugle. Et si, par malheur vous êtes mordu par un chien enragé, la procédure est claire, il faut arracher un poil de l'animal, le placer sur la plaie et manger son foie, si possible encore chaud. C'est simple, c'est logique, c'est complètement fou. Parfois, la folie n'est pas individuelle, elle est collective. Imaginez une place de marché, non pas animée par le commerce, mais par une transe étrange. Une femme se met à danser. Pas une danse de joie, mais une danse frénétique, saccadée, les yeux vides. Bientôt, un homme la rejoint, puis un autre, puis 10, puis 100. Ils dansent sans musique, sans raison, leur corps secoué de spasmes, leurs pieds frappant le sol jusqu'au sang. Ils ne s'arrêtent ni pour boire, ni pour manger, ni pour dormir. Ils dansent pendant des jours, jusqu'à ce que leur cœur cède, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, mordent, épuisement. Les autorités, désemparées, ne voient qu'une solution. Si les gens veulent danser, alors il faut les aider à danser. On construit une estrade, on engage des musiciens pour leur donner un rythme. On pense que la fièvre S épuisera d'elle-même. On ne fait qu'attiser le brasier de cette épidémie de danse, cette hystérie collective née de la misère, de la peur, et d'un pain peut-être un peu trop riche en ergots de seigle. Que ce soit la montagne qui vous écrase, le métier à tisser qui vous mutile, le pain qui vous empoisonne, le remède qui vous achève ou la folie qui vous emporte, le résultat est le même. Votre existence est un parcours d'obstacles où chaque étape, du travail à la guérison, est une nouvelle façon de mourir. La seule chose qui change, c'est le degré d'ironie dans votre façon de disparaître. Finalement, survivre n'est peut-être qu'une simple question de chance. Et la chance, comme chacun sait, est une denrée bien plus rare que la craie dans la farine. La chance est une divinité capricieuse. Elle vous laisse marcher sur la corde raide de l'existence, vous observe avec un amusement distant, et puis, sans préavis, elle retire le fil. Votre corps, affaibli par le labeur, malmené par une nourriture douteuse, devient alors une porte ouverte. Une porte grande ouverte, par laquelle s'engouffrent des visiteurs invisibles et voraces. Ils ne frappent pas. Ils s'installent en vous comme s'ils étaient chez eux, et commencent un travail de démolition lent et méticuleux. La maladie n'est pas une bataille, c'est une occupation. Votre propre corps devient un territoire étranger, un paysage en ruine que vous ne reconnaissez plus. La première toux, sèche et anodine n'est que le bruit d'une sentinelle ennemie qui prend position dans vos poumons. Cette toux devient votre compagne. Au début elle est discrète, un simple raclement de gorge pour ponctuer vos phrases. Puis elle s'enhardit. Elle vous secoue au milieu de la nuit, vous plie en deux en plein jour. Elle acquiert une sonorité humide, profonde, comme si quelque chose se décollait au fond de votre poitrine. Bientôt le mouchoir que vous portez à vos lèvres ne recueille plus seulement de la salive, mais une mousse rosée délicate et terrible. C'est le signe. Vos voisins le voient, ils détournent le regard. La consomption, la phtisie, a posé son baiser sur vous. Votre corps commence à fondre. La fièvre vous consume la nuit, vous laissant tremper d'une sueur froide et collante au matin. Vous mangez, mais la nourriture ne vous nourrit plus. Vous devenez une ombre, une silhouette de plus en plus fine, dont les yeux brillent d'un éclat fiévreux et presque surnaturel. Ou alors, le mal est plus brutal. Il ne prend pas son temps, il vous frappe comme la foudre. Un matin, vous vous réveillez avec la tête prise dans un étau. Chaque pulsation de votre cœur est un coup de marteau derrière vos yeux. Une chaleur intense monte. Une fournaise intérieure qui vous fait grelotter de froid. Votre peau devient sèche, brûlante. Vous vous enfoncez dans un brouillard confus, où les visages de vos proches se déforment en masques grotesques. Puis, les fleurs apparaissent. Une éruption de petites taches rouges, d'abord sur votre poitrine, puis, étendant sur tout votre corps. C'est le typhus, la fièvre des camps, la peste des prisons. Une odeur aigre, comme celle d'une paille moisie, commence à émaner de vous. Vous êtes plus qu'un corps délirant, agité de soubresauts, murmurant des paroles sans suite dans une paillasse souillée. Il existe un monstre encore plus spectaculaire,
Un artiste macabre qui aime signer son œuvre sur votre visage. La petite vérole. Tout commence, comme toujours, par la fièvre et les douleurs, comme si on vous avait roué de coups. Puis, après quelques jours, le premier bouton apparaît. Sur le front, près de la racine des cheveux. Un petit point rouge, presque innocent. Mais il est le premier d'une armée. Bientôt, votre visage, vos mains, votre corps tout entier en sont couverts. Les points rouges se transforment en vésicules remplies d'un liquide clair, puis trouble. Vous êtes une grappe de pustules. La démangeaison est une torture, un feu sous la peau qui vous pousse à la folie. L'odeur de pus et de décomposition est si forte qu'elle imprègne la pièce, les draps, les murs. Si vous survivez, le monstre vous laisse un souvenir impérissable. Un visage grêlé, une carte de votre calvaire que vous porterez jusqu'à la tombe. Et puis, il y a la trahison la plus intime, celle qui vient de votre propre ventre, le flux de sang. Cela commence par des crampes, des torsions si violentes, que vous croyez qu'un animal sauvage déchire vos entrailles. Votre corps se vide. Il se purge avec une violence inouïe, vous clouant sur le pot de chambre, qui devient votre trône et votre geôle. Vous, êtes plus qu'un conduit, un passage pour la maladie. La soif est inextinguible, mais chaque gorgée d'eau ne fait qu'alimenter le torrent qui vous quitte. Vous vous déshydratez, votre peau devient parcheminée, vos yeux s'enfoncent dans leurs orbites. La faiblesse est telle que vous n'avez même plus la force de gémir. Vous assistez, lucide et impuissant, à votre propre dissolution. La mort dans ce cas n'est pas une fin, mais une délivrance, la fin d'une humiliation absolue. Quand votre corps vous a ainsi trahi, quand votre maison est devenue une antichambre de la mort, la famille, à bout de ressources, se tourne vers la dernière option. Le dernier refuge des miséreux, l'hôpital. N'imaginez pas des salles blanches et des lits alignés. Imaginez une longue bâtisse basse, en pierre et en bois, souvent accolée à une église, car la mort est une affaire plus religieuse que médicale. L'odeur vous saisit avant même que vous n'ayez franchi la porte. C'est une odeur complexe, une tapisserie olfactive tissée avec les fils de la souffrance humaine. L'urine rance, la sueur aigre, le relent métallique du sang séché, le parfum douceâtre de la gangrène, le tout à peine masqué par la fumée d'herbe que l'on brûle pour purifier l'air. C'est l'odeur de la faim. Vous entrez. Vos yeux mettent un temps à s'habituer à la pénombre, seulement percés par la lumière blafarde qui filtre de quelques fenêtres hautes et sales. Le son vous enveloppe. C'est une symphonie de la douleur, un chœur discordant composé de toux caverneuses, de gémissements continus, de plaintes aiguës, de prières murmurées, et du bourdonnement incessant de légions de mouches, les seules créatures qui semblent prospérer en ce lieu. Le sol est jonché de paille, une paille brune, collante par endroits, qui n'est changée que lorsque les saisons elles-mêmes décident de changer. On vous guide vers une place libre, une paillasse à peine plus épaisse qu'un haillon, posée à même le sol. Vous avez un voisin de chaque côté, l'un tousse du sang. L'autre est immobile, les yeux grands ouverts. Vous ne savez pas s'il dort ou s'il est déjà parti. L'aube se lève sur l'hôpital, ou plutôt la pénombre éclaircie à peine, passant du noir au gris. Le froid de la nuit pèse encore dans la grande salle. C'est un froid humide qui pénètre vos os, aggravant chaque douleur. Le premier son de la journée n'est pas le chant d'un oiseau, mais la toux rauque et collective des malades qui éveillent à un autre jour de souffrance. Une vieille femme, le visage fermé, passe entre les paillasses. Ce n'est pas une infirmière, c'est une servante, ou une veuve qui paye sa propre pitance en s'occupant des mourants. Elle ne vous offre pas un mot de réconfort. Elle vous tend une écuelle en bois contenant un brouet tiède, une bouillie de céréales indéfinissable, dont le seul goût est celui de l'eau. C'est le premier repas. Ce sera aussi le dernier. Le matin étire, interminable. Le personnel, si on peut l'appeler ainsi, fait sa ronde. On change un pansement souillé avec un morceau de linge rêche, sans nettoyer la plaie. On donne à boire à celui qui est trop faible pour lever la tête. L'eau a le goût de la jarre en terre dans laquelle elle stagne depuis des jours. On tire un drap sur le visage du voisin qui était si calme. Il est bien parti pendant la nuit. Son corps restera là, sur sa paillasse, pendant plusieurs heures. Il n'y a pas d'urgence. Sa place sera bientôt prise. La mort n'est pas un événement, c'est une routine, une tâche administrative à peine plus importante que de balayer le sol. Vers le milieu de la matinée, une porte s'ouvre, laissant entrer un flot de lumière crue et une silhouette imposante. C'est le médecin. Ou plutôt, l'homme qui en porte le titre. Il ne s'approche pas trop des lits. Il reste à une distance respectueuse de la contagion. Il observe les malades d'un œil expert, reniflant l'air comme un connaisseur humain vain. Il s'arrête près d'un homme agité par la fièvre. Il ne le touche pas. Il se contente d'examiner le pot de chambre, observant la couleur et la consistance de l'urine avec une concentration de savant. Son diagnostic tombe, murmuré à l'un de ses aides. Un excès de bile jaune. Pratiquer une saignée. L'aide, un jeune homme aux mains sales, s'approche du patient fiévreux. Il sort une lancette, un petit couteau bien peu affûté.
Il n'y a pas de désinfection, pas de préparation. Il incise la veine du bras avec un geste maladroit. Le sang, sombre et épais, écoule dans une bassine en cuivre. Le malade, déjà affaibli, devient encore plus pâle. Ses tremblements s'apaisent, non pas parce que le mal recule, mais parce que la vie elle-même échappe de lui. La saignée est un succès. Le patient est calme. Il sera bientôt guéri de tous ses maux, de manière définitive. Le médecin hoche la tête, satisfait, et passe au suivant, sans un regard en arrière. Le soleil est maintenant au zénith. Sa lumière ne pénètre pas vraiment dans la salle, mais sa chaleur, si. La température monte, rendant l'air encore plus irrespirable. La puanteur s'intensifie, chaque odeur semble épanouir dans cette étuve. Les mouches, excitées par la chaleur, deviennent frénétiques. Elles dansent en nuages noirs au-dessus des visages des malades, se posant sur les lèvres entr'ouvertes, explorant les plaies suintantes. Chasser une mouche demande une énergie que vous n'avez plus. Vous les laissez faire. Vous vous habituez à leur contact dégoûtant, à leur chatouillement sur votre peau. Elles sont les vraies maîtresses des lieux. L'après-midi est le temps du vide, il ne se passe rien. Le temps se dilate. Chaque minute est une heure, chaque heure une éternité. Vous êtes allongé sur le dos, les yeux fixés sur les poutres sombres du plafond, où des toiles d'araignées centenaires pendent comme des linceuls gris. Vous écoutez les bruits de la vie au dehors. Le cri d'un marchand, le rire d'un enfant, le martèlement d'un forgeron. Ces sons d'un monde auquel vous n'appartenez plus vous parviennent, assourdis, comme s'ils venaient d'un autre univers. La nostalgie est une douleur de plus, une plaie invisible qui s'ajoute à celle de votre corps. Enfin, on vient chercher le mort du matin. 2 hommes, le visage couvert d'un linge, le saisissent sans ménagement par les bras et les jambes, et le transportent vers la sortie. Son corps laisse une empreinte humide sur la paille. Personne ne la nettoie. On se contente de la secouer un peu. La paillasse est prête. Quelques instants plus tard, un nouveau patient est amené. C'est un jeune homme, le visage couvert de pustules de petites vérolles. Sa mère le dépose doucement, lui murmure quelques mots à l'oreille, puis s'en va en pleurant silencieusement. Il prend la place du mort. Le cycle de la souffrance est ininterrompu. La lumière du jour commence à décliner. Les ombres s'allongent dans la grande salle, transformant les corps allongés en formes indistinctes et menaçantes. Une angoisse particulière s'installe avec le crépuscule. C'est la peur de la nuit. La nuit, les fièvres montent, les délires s'intensifient, la mort rôde, avec plus d'audace. La vieille servante repasse avec sa louche et ses écuelles. Le même brouet que le matin. Vous n'avez pas faim, mais vous vous forcez à avaler quelques cuillerées. Il faut garder des forces, vous dit une petite voix au fond de vous. Garder des forces pourquoi? Vous n'en savez rien. Pour survivre à la nuit peut-être. La nuit est tombée. Une seule lampe à huile a été allumée au centre de la pièce. Sa flamme vacillante projette des ombres dansantes sur les murs, qui semblent animées d'une vie propre. La salle n'est plus qu'un monde de chuchotements et de ténèbres. Les gémissements semblent plus forts, plus désespérés dans le silence de la nuit. Un homme, dans un coin, parle à sa femme décédée. Une femme pleure doucement, sans discontinuer. Votre nouveau voisin, le jeune homme à la vérole, respire avec un sifflement rauque. Vous fermez les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Vous écoutez. Vous écoutez la respiration des autres, essayant de deviner qui tiendra jusqu'au matin. Au cœur de la nuit, un cri vous réveille en sursaut. Ce n'est pas un cri de douleur, c'est un cri de terreur pure. Un homme s'est levé de sa paillasse. Ses yeux sont fous. Il pointe un doigt tremblant vers un coin sombre de la pièce, hurlant que des démons viennent le chercher. Personne ne bouge. Les autres malades le regardent, prostrés. Les servantes ne viendront pas. La folie est aussi contagieuse que la peste. L'homme titube, tombe, se relève, et finit par s'effondrer dans un dernier gargouillement. Le silence retombe, plus lourd, plus angoissant qu'avant. Le spectacle est terminé. Vous vous recouvrez la tête avec votre couverture élimée, comme un enfant qui se cache des monstres. Mais les monstres sont à l'intérieur. Le jour n'est pas encore levé que vous entendez un son nouveau, un cliquetis métallique, suivi d'un bruit de raclement. Une silhouette se penche sur le corps de l'homme mort pendant la nuit. C'est un voleur, peut-être un des aides de l'hôpital. Il fouille les haillons du défunt cherchant une pièce de monnaie oubliée, une bague, n'importe quoi de valeur. Il trouve une dent en or. Avec une pince, il l'arrache dans un craquement sec. Il empoche son butin et disparaît aussi silencieusement qu'il est venu. Même dans la mort vous y n'êtes pas à l'abri. Votre corps n'est qu'une carcasse à dépouiller, avant qu'elle ne soit jetée à la fosse commune. En dehors de ces mouroirs, il y a d'autres praticiens. Le guérisseur du village, par exemple. Il ne vous offre pas un lit, mais une promesse. Sa maison sent la terre sèche, les herbes suspendues au plafond et un peu l'arnaque.
Il vous écoute avec une attention grave, hochant la tête, posant des questions sur les astres le jour de votre naissance. Son savoir est un mélange de bon sens populaire, de botanique approximative et de pure superstition. Il vous vendra une amulette en os de blaireau pour éloigner les fièvres, ou une tisane de racines au goût abominable, qui aura pour principal effet de vous purger violemment, ce qui est censé chasser les humeurs noires. Et puis il y a la matrone, la sage-femme. C'est une figure de pouvoir, c'est elle qui règne sur le monde secret des femmes, le monde de la naissance. Quand les douleurs commencent, on la fait chercher. Elle arrive avec son sac de linge et ses mains calleuses. La chambre de l'accouchement est un lieu clos, surchauffé, où seules les femmes sont admises. L'air est lourd de sueur, de prière et de peur. La sage-femme ne parle pas beaucoup. Elle ordonne, elle palpe, elle encourage d'une voix bourrue. Elle connaît les gestes, les positions, les herbes qui aident. Mais elle sait aussi que chaque naissance est une loterie. Elle a vu des mères et des enfants survivre contre toute attente, et d'autres mourir sans raison apparente. Sa seule arme est son expérience, un savoir transmis de mère en fille, fragile rempart contre la mort. Quand toutes les potions, les prières et les saignées ont échoué, il reste la dernière demeure, le cimetière. Ce n'est pas le parc paisible que vous imaginez. C'est un terrain vague, chaotique, collé à lui, église. La terre y est constamment retournée, grasse et sombre, gorgée de décomposition. Les tombes des pauvres ne sont que des monticules anonymes, des fosses peu profondes d'où échappe parfois une odeur douceâtre après une forte pluie. On enterre les corps les uns sur les autres, faute de place. Le fossoyeur, en creusant une nouvelle tombe, déterre souvent les os des précédents occupants. Des crânes, des fémurs, qui sont jetés en tas dans un coin, dans un ossuaire à ciel ouvert. Le cimetière n'est pas un lieu de repos. C'est une extension de la ville, une banlieue surpeuplée, où les morts continuent de se bousculer. Votre vie a été une lutte pour un peu d'espace. Votre mort ne sera pas différente. La vie sociale, bien plus que la maladie ou la faim, est un théâtre dont vous êtes l'acteur principal, sans jamais avoir lu le script. Chaque jour est une première, une improvisation dangereuse devant un public qui ne pardonne aucune erreur. Les règles ne sont écrites nulle part, mais gravées dans l'air que vous respirez, dans les regards obliques et les silences lourds. Une superstition n'est pas une croyance personnelle, c'est une loi collective. Renverser le sel à table n'est pas un simple accident. C'est inviter le diable à s'asseoir avec vous, et par extension, avec toute la tablée. Vos voisins vous regardent alors jeter une pincée par-dessus votre épaule gauche, non pas pour vous voir accomplir un rituel charmant, mais pour s'assurer que vous réparez la brèche que vous venez d'ouvrir dans le fragile rempart qui protège la communauté du malheur. Chaque geste est une prière ou une malédiction, et vous n'avez pas le droit de vous tromper. Sur la place du marché, ce champ de mine sociale, vous apprenez l'art subtil de ne pas trop en voir. Vous croisez le nouveau-né de votre voisine, un petit être potelé et en pleine santé. Votre premier instinct serait de vous exclamer sur sa beauté. Erreur fatale. Un compliment trop direct, un regard trop admiratif, et vous voilà accusé d'avoir jeté le mauvais œil. Si l'enfant tombe malade dans la semaine, votre nom sera murmuré. Alors vous apprenez à détourner les yeux, à marmonner une banalité, voire à trouver un défaut imaginaire pour conjurer le sort. Il a de bonnes joues, mais ses oreilles sont un peu grandes, pourriez-vous dire, non par méchanceté, mais par prudence. C'est une danse étrange, où l'on protège les autres en feignant l'indifférence. Où la plus grande marque d'affection est de ne pas attirer l'attention des dieux jaloux, ou des démons envieux. Un mariage est le sommet de cet art théâtral. C'est une explosion de joie obligatoire, un vacarme calculé pour repousser les mauvais esprits. La procession qui mène la mariée de la maison de son père à celle de son époux est une épreuve. On vous jette des grains de blé et des noix, non pas avec douceur mais avec une force qui se veut un présage de fertilité. Des plaisanteries grasses fusent de la foule, des commentaires crus sur la nuit à venir, qui vous font rougir sous votre voile. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un rituel. Une façon de désacraliser le moment pour le protéger. La mariée, elle, ne doit pas sourire. Elle doit avoir l'air triste, pleurer même, pour montrer son regret de quitter sa famille. Une mariée trop joyeuse est une fille sans cœur, ou pire, une femme qui cache déjà un secret inavouable. Le banquet de noces est une carte géopolitique à lui seul. Votre place à table définit votre statut pour les années à venir. Être assis trop loin du couple est une insulte. Trop près, une prétention. Le vin coule à flot, déliant les langues et ravivant les vieilles querelles. C'est un moment de trêve fragile, où l'on célèbre une alliance tout en mesurant la force des clans rivaux. On observe qui parle à qui trinque avec qui reçoit le meilleur morceau de viande. Une simple erreur dans le service, un plat offert à la mauvaise personne avant une autre, et une dispute peut éclater, transformant la fête en champ de bataille verbal. C'est un peu comme un dîner de Noël en famille des siècles plus tard, sauf qu'ici, les couteaux sur la table ne sont pas seulement là pour couper le pain.
Le deuil, lui aussi, est une performance millimétrée. Comme vous l'avez déjà entreaperçu, pleurer est un devoir, mais pleurer correctement est un art. Les funérailles d'un notable sont un spectacle grandiose. La famille engage des pleureuses professionnelles, des femmes dont le métier est de produire des lamentations déchirantes mais harmonieuses, un fond sonore pour la douleur des vrais proches. Votre propre chagrin doit s'inscrire dans cette partition. Vous devez avoir l'air affecté mais pas hystérique. Vos larmes doivent couler, mais pas à flot. Une douleur trop démonstrative serait vue comme une tentative de voler la vedette au défunt, une forme d'orgueil macabre. Vous marchez dans le cortège, le visage composé en un masque de tristesse digne, conscient que chaque regard juge la sincérité et la justesse de votre affliction. Les jours de fête religieuse brisent cette routine codifiée, mais pour la remplacer par une autre, encore plus étrange. Imaginez la fête du saint patron du village. Les règles habituelles sont suspendues. Une procession traverse les rues, non pas silencieuse et digne, mais bruyante et chaotique. Des hommes portent des masques grotesques d'animaux ou de démons, dansant et bousculant les spectateurs. Une effigie de paille représentant un bouc émissaire, le péché, la maladie, ou parfois une figure impopulaire du village, est promenée, insultée, battue, avant d'être brûlée sur un grand bûcher. C'est une catharsis collective, un moment où la violence et la peur sont canalisées, ritualisées. Vous participez, vous criez, vous dansez, non seulement par ferveur, mais parce que ne pas le faire serait vous désigner comme haine, étant pas vraiment du village. Les rumeurs sont la gazette officieuse, le bulletin d'information de cette société sans imprimerie. Elles naissent dans le murmure d'une taverne, ou le bavardage près du puits, et enflent jusqu'à devenir des vérités incontestables. Un soir, un voyageur de passage raconte avoir vu, dans un village voisin, un veau naître avec 2 têtes. La nouvelle se répand. Ce n'est plus une anecdote, c'est un présage. Un signe de la colère divine, de la fin des temps, ou plus simplement, la preuve que la sorcière qui vit à l'orée de la forêt, a jeté un sort sur le bétail. La peur a besoin d'un visage, et la rumeur est le doigt qui le désigne. Vous écoutez ces histoires, et vous faites bien attention de ne jamais émettre un doute, de ne jamais faire preuve d'un scepticisme qui pourrait être interprété comme une complicité avec les forces du mal. L'hygiène personnelle, ou son absence, est elle-même un marqueur social. Se laver trop souvent est suspect. C'est une coquetterie qui cache peut-être des mœurs légères, ou pire, une tentative de se purifier d'un péché inavoué. Les bains publics, quand ils existent, sont des lieux de promiscuité, où l'on se lave moins le corps que l'on ne tisse des liens sociaux. L'eau est la même pour tout le monde, un bouillon tiède et trouble, où flottent les vertus et les vices de la communauté. Paradoxalement, cette intimité physique cohabite avec une peur panique de la pollution spirituelle. On partagera sans problème la même écuelle qu'un voisin, mais on fera un détour de 10 minutes pour ne pas passer devant une maison où quelqu'un est mort récemment, de peur que l'ombre du défunt ne s'attache à vous. Le contenu de votre assiette est également sous surveillance. Manger est un acte public, même chez vous. Les odeurs de votre cuisine voyagent, et vos voisins savent exactement ce que vous préparez. Manger de la viande un jour de jeûne prescrit par elle, Église n'est pas une affaire privée. C'est un défi lancé à Dieu, un acte qui peut attirer sa colère sur l'ensemble de la communauté. Si une sécheresse s'installe, si la grêle détruit les récoltes, on se souviendra de l'odeur de ce ragoût interdit qui s'asse, échappé de votre foyer. D'autres tabous, plus étranges, régissent votre alimentation. Une femme enceinte ne doit jamais manger de lapin, de peur que son enfant ne naisse avec un bec de lièvre. Un homme ne doit pas manger le cœur d'un poulet, au risque de devenir lâche. Votre estomac, comme votre âme, appartient à la communauté. Ainsi votre vie entière est une négociation permanente. Vous négociez votre survie non pas contre les éléments ou la maladie, mais contre le jugement constant de vos pairs. Vous marchez sur une ligne de crête invisible, où chaque pas doit être mesuré. Vous souriez quand il faut sourire, vous pleurez quand il faut pleurer, vous vous taisez quand le silence est requis. La plus grande des libertés dans ce monde, n'est pas de faire ce que vous voulez, mais de connaître suffisamment bien les règles, pour ne pas vous faire prendre au piège. Car vous pouvez survivre à la peste, à la famine et à la guerre, mais une seule parole de travers, un seul regard mal interprété, peut vous coûter tout ce que vous avez. Et cela, aucune amulette ne peut vous en protéger. Pourtant, même dans la nuit la plus profonde, une aube finit toujours par poindre. Ce ne fut pas un lever de soleil spectaculaire, pas une révolution qui renversa les trônes et les autels en un jour. Non, ce fut une aube lente, grise, presque imperceptible. Une idée, fragile comme une pousse au printemps, a commencé à germer dans l'esprit de quelques hommes. L'idée que le chaos des coutumes et l'arbitraire des superstitions pouvaient être contenus. Lentement, presque à contre-cœur, le monde a commencé à tisser un filet de sécurité, fait de lois écrites et de décrets. Chaque fil de ce filet était une réponse à une peur, une cicatrice laissée par une injustice. Un jour, un magistrat a décrété qu'un témoignage basé sur une rumeur de sorcellerie,
ne suffisait plus pour condamner. Un autre jour, une ordonnance a fixé le poids minimum d'une miche de pain, et des balances officielles sont apparues sur les marchés, froides et impartiales. Ces changements n'ont pas été faits par bonté, dos, âme, mais par nécessité, pour que la grande machine sociale ne s'effondre pas sous le poids de sa propre folie. Si aujourd'hui, vous entrez dans une boulangerie et que vous mordez dans une baguette croustillante sans la moindre crainte qu'elle ne contienne de la sueur, c'est parce qu'un jour, un homme a lu un décret sur une place de marché poussiéreuse, sous les regards méfiants des artisans. Si vous pouvez prendre un médicament sans vous demander s'il s'agit d'une poudre de crâne humain, c'est parce que des générations de charlatans ont fini par céder la place à une science balbutiante, mais régulée. Le droit de vous plaindre de vos conditions de travail, de contester un diagnostic médical, même de choisir vos amis sans craindre être accusé de jeter le mauvais œil. Ces évidences de votre monde moderne sont des monuments discrets, érigés sur les tombes anonymes de ceux qui n'ont jamais eu ce choix. Chaque code du travail, chaque réglementation sanitaire, chaque loi protégeant votre vie privée, est blielle, écho lointain d'un cri de douleur, d'une injustice silencieuse, subie dans une mine sombre, un atelier bruyant, ou une ruelle boueuse. Le lex de cette époque n'est pas seulement juridique, il est profondément ancré dans votre psyché. Cette peur ancestrale du regard de l'autre, cette anxiété de commettre un faux pas social, n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Elle ne se niche plus dans la peur du mauvais œil, mais dans l'angoisse d'un message en ligne mal interprété, dans le nombre de likes, sous une photo, dans la crainte d'être annulé, pour une parole de travers. Le village global a remplacé le village de terre battue, mais les voisins regardent toujours par-dessus la clôture, qui est devenue numérique. La superstition n'a pas été vaincue. Elle s'est déguisée en théorie du complot et en remède miracle vanté sur Internet. Nous avons simplement remplacé les amulettes en os de blaireau par des cristaux au pouvoir prétendument curatif et la peur des démons par celle des ondes électromagnétiques. Le théâtre a changé de décor, mais la pièce, au fond, reste la même. Pourtant, quelque chose d'essentiel a changé. La corde raide sur laquelle vous marchez aujourd'hui est bien plus large. Le filet de sécurité en dessous est bien plus solide. Le combat de ces existences fragiles, de ces vies consumées par le labeur et la peur, n'a pas été vain. Il a sculpté, par la négative, les contours de vos libertés. Il a fallu des siècles de pain frelaté, pour que naisse l'exigence de la transparence alimentaire. Il a fallu des épidémies dévastatrices balayant des hôpitaux mouroirs pour que l'hygiène devienne une préoccupation collective. Il a fallu d'innombrables accidents du travail, considérés comme de simples faits divers, pour que la sécurité d'un ouvrier devienne un droit. Ces hommes et ces femmes sans nom, en subissant l'absurdité de leur monde, ont posé, sans le savoir, les premières pierres du vôtre. Ils ont lutté non pas pour un avenir radieux, mais simplement pour survivre à la journée. Et c'est dans cette lutte acharnée et désespérée que réside leur héritage le plus poignant. Alors tandis que la nuit s'achève et que notre histoire se dissout dans les brumes du passé, vous pouvez fermer les yeux. Votre paillasse n'est pas faite de paille souillée, mais d'un matelas confortable. L'air que vous respirez n'est pas chargé de la fumée des feux de bois et de la puanteur des caniveaux. Mais il est calme, silencieux. Le silence qui vous entoure n'est pas celui, angoissant, qui précède le jugement de vos voisins, mais un silence apaisant, un luxe que des générations avant vous n'ont jamais connu. Les ombres de ce monde lointain et impitoyable se retirent. Elles ne viennent pas hanter votre sommeil. Elles l'ont d'une certaine manière rendu possible. Elles vous ont légué le droit de dormir en paix, sans craindre que le chant du coq de demain ne soit le prélude à un nouveau jour d'angoisse. Dormez bien. Votre repos est le fruit silencieux de leur agitation sans fin.